beaucoup, Monsieur le Président. C'est vraiment un plaisir pour moi de me lever sur ce projet de loi-là parce que je crois que la santé, le bien-être des enfants autochtones est une des choses les plus importantes auxquelles les élus fédéraux ont à se pencher. C'est une des clientèles dont lequel nous sommes responsables et que malheureusement, on a trop mal fait dans le passé. On a commis trop d'erreurs et en tant qu'élu, on se doit de corriger ces erreurs-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi ce projet de loi-là a été mis en place. C'est suite à des décisions de tribunaux qui ont dit que les enfants autochtones subissaient de la discrimination avec le système actuel de financement et que nous avions l'obligation de remédier à ça. Et ça a pris 5 ordonnances du tribunal avant qu'un projet de loi soit déposé. Maintenant, il est certain que j'aurais aimé voir les amendements au projet de loi adoptés en comité. Peu importe qui les a mis sur la table, je crois que tout le monde est allé en comité avec l'intention claire d'améliorer le sort des enfants autochtones. Et je crois que pour ça, il y a beaucoup plus d'amendements qui auraient dû adopter si on aurait vraiment voulu travailler dans la vision de ne mettre de côté toute partisanerie, même si on est complètement à la fin de la session parlementaire, pour faire en sorte qu'on fait le mieux possible pour les enfants. Donc, ça me rend triste un peu de voir que le projet de loi qu'on n'a pas accepté une grosse majorité des amendements en comité. Pour ma part, j'étais intéressée à parler en deuxième lecture, mais j'ai choisi de ne pas le faire pour que justement, pour ne pas ralentir inutilement le projet de loi, pour qu'il aille en comité, pour qu'il puisse être étudié. Maintenant, j'ai la chance d'être la dernière députée qui va se prononcer sur ce projet de loi-là avant d'aller au Sénat. C'était très important pour moi de dire que je crois que plusieurs de ces amendements-là auraient dû être adoptés parce qu'on parle vraiment du bien-être des enfants. On ne veut pas avoir à recommencer le travail. Donc, je soumets ça humblement aux sénateurs qui vont reprendre l'étude, à savoir au niveau des amendements, lesquels pourraient peut-être être repris parce que je crois que c'est le bien-être des enfants. Souvent, quand je viens à Ottawa, je fais la route, donc je pars et grossièrement, je conduis 6 heures de temps minimum vers le nord. Et à chaque fois, je croise, à chaque fois que je retourne chez moi, je passe par Kitigan-Zibi, qui est une réserve sur laquelle le Parlement est sur leur territoire ancestral, qui est situé juste avant Maniwaki. Et à chaque fois que je vois cette route-là, à chaque fois que je passe, quelquefois, c'est 2 fois dans la semaine quand je prends la route, je vois la photo de Mehdi Hodjik et de Shannon Alexander, 2 adolescentes qui sont disparues depuis 2008, dont on n'a pas de nouvelles, dont les membres de la communauté s'inquiètent toujours. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que je suis particulièrement heureuse de pouvoir parler, parce que c'est tellement important qu'on prenne conscience à quel point les situations sont difficiles pour les enfants autochtones, que plusieurs ont eu à vivre, par exemple, des placements dans des familles d'accueil qui ne comprennent pas leur tradition, qui n'ont aucune connaissance de la langue. Il y a énormément de ces enfants qui sont placés en famille d'accueil quotidiennement et qui, malheureusement, n'ont pas la chance d'être dans une famille d'accueil qui comprenne leur culture, qui comprenne qui ils sont. En plus de souvent être placés dans des familles d'accueil qui ne comprennent pas leur réalité, souvent, ces enfants autochtones sont élevés par des parents qui, eux, n'ont pas eu la chance d'être élevés par leurs propres parents, parce que leurs propres parents ont dû placer leurs enfants dans les pensionnats autochtones. Les enfants ont été forcés d'aller là. Donc, on est en face d'une génération qui, présentement, élève des adolescents sans avoir eu la chance d'avoir de modèles parentaux. Et je crois qu'on doit toute notre admiration aux communautés autochtones pour ça, parce qu'ils sont vraiment à l'étape d'essayer de faire de leur mieux pour leurs enfants, de leur intégrer les éléments de culture, de leur montrer qui ils sont, de leur faire comprendre d'où ils viennent. Et ce, malgré le fait qu'ils ne peuvent pas se référer à leurs parents pour ça.
Présentement, j'ai eu la chance en tant que députée de visiter plusieurs écoles sur des communautés autochtones, de voir l'apprentissage de la langue, de voir les tableaux avec les mots en algonquin, de voir les jeunes qui recommencent à avoir les bases en algonquin. J'ai été, alors que j'étais jeune, alors que j'étais jeune adulte, j'ai partagé un appartement avec une jeune fille algonquine et elle n'avait jamais eu la chance d'apprendre la langue. Elle avait un cahier que sa mère lui avait trouvé, mais elle était adulte, elle avait 18-19 ans, elle n'avait jamais eu la chance d'apprendre cette langue-là. Donc, présentement, on a une génération qui est en train d'essayer de rattraper. Et pour faire ça, bien, il faut qu'ils soient impliqués au quotidien au niveau des services à l'enfance. La question de comment on élève les enfants est vraiment différente. Ce que je me suis rendu compte aussi au fil du temps, travaillant comme infirmière, c'est toute la question de la relativité avec la grossesse qui est vraiment différente et que trop souvent, on a tendance à juger avec nos yeux à nous. Il n'est pas rare dans les communautés autochtones que des adolescentes ou que des filles de 18 ans vont déjà avoir 2 ou 3 enfants. Et pour nous, c'est quelque chose souvent qu'on juge comme complètement que ça n'a pas de sens. On trouve que c'est une situation précaire, mais quand on parle avec ces adolescentes-là, quand on parle avec ces jeunes adultes-là, on se rend compte que pour eux, c'est pas du tout la même perception d'avoir une grossesse alors qu'on a 15 ans, 16 ans. Et si on continue à juger la situation avec nos yeux à nous, bien, peut-être qu'on va recourir malheureusement à des placements alors que c'est des situations qui, pour eux, sont vécues d'une façon différente. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, lorsqu'il y a des placements pour l'enfant, c'est lorsqu'on s'inquiète, lorsqu'il y a un développement, un problème, un risque de développement au niveau de la sécurité ou le développement de l'enfant. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on est un peu responsable de certains de ces risques-là. Lorsque il n'y a pas de logement qui s'est construit dans des réserves depuis 30 ans, lorsqu'on échoue à offrir de l'eau de qualité, lorsqu'on échoue à offrir des écoles qui se tiennent debout et que tout ce qu'on a à offrir aux enfants, c'est des écoles avec des moisissures. Quand les enfants ont absolument aucun endroit pour jouer, quand les infrastructures de la communauté font pitié, oui, il y a peut-être un risque pour le développement de l'enfant, mais à quel point c'est le parent qui en est responsable et qui devrait payer les conséquences, alors que dans les faits, c'est beaucoup plus le système dans lequel on force les enfants à vivre qui est responsable. Et ce système-là, c'est à nous, en tant qu'élus, de le changer, de faire en sorte de redonner le pouvoir aux communautés pour qu'ils puissent investir, pour qu'ils puissent construire des logements, pour qu'ils puissent s'assurer que les adolescentes qui sont enceintes puissent continuer de faire leurs études tout en pouvant s'occuper de leurs enfants. C'est à nous de s'assurer que les écoles avec les moisissures deviennent une chose du passé à la vitesse de l'éclair. J'ai eu la chance de voir une école merveilleuse qui a été bâtie dans mon comté à Long Point First Nation. Et ça fait toute une différence. Les enfants, avant, étaient pris pour aller dans une école où il y avait des moisissures. C'était une école qui avait été fermée par la commission scolaire et c'était dans le village à côté, donc ils devaient faire de l'autobus. L'école était en mauvais état. Et les adolescents, eux, allaient dans l'école de leur communauté. Ils allaient à l'école dans le gymnase où il n'y avait pas de fenêtre parce qu'il y avait des moisissures ailleurs. Les jeunes s'automutilaient. C'était désastreux. Ça a pris des années et ils ont finalement eu leur école. Une école qui a été conçue et pensée complètement autrement. Où est-ce qu'on utilise le bois? Où est-ce que c'est lumineux? Où est-ce qu'ils voient la lumière? Où est-ce qu'on utilise la forme d'une ruche d'abeilles? Où est-ce qu'à la place les enfants soient cordés? Bien, ils sont placés en rond pour tous se voir, pour communiquer entre eux. Bien, les enfants qui ont eu le droit à ça, ça se voit sur leur visage qui vont beaucoup mieux. Et la communauté savait très bien que pour faire en sorte que les enfants soient heureux, ça leur prenait une belle école, que les enfants allaient être fiers. Donc, ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'on adopte le projet de loi C-92 qui s'en aille au Sénat, mais qu'aussi qu'on n'oublie pas qu'il y a tellement à financer dans les communautés autochtones pour s'assurer que nos enfants soient heureux. Et ça, c'est la responsabilité des élus de faire en sorte
sorte que les communautés autochtones puissent bénéficier des fonds pour s'épanouir pleinement et faire que les enfants cessent d'être discriminés. Merci beaucoup. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député de Winnipeg North. Yes, thank you, Mr. Speaker. It was years ago, and when I was in opposition, that I personally had raised the issue representing the party, the Liberal Party at the time, calling that we have a public inquiry in regards to the missing and murdered Indigenous women and girls. And it was a great deal of frustration that we seemed to be going against a wall. And one of the things that I really do appreciate is within this Prime Minister, he talked about reconciliation and how important it was to have that priority one relationship with Indigenous people. Today is a significant day because we're passing historical legislation that provides, I believe, a great deal of hope for a lot of people. And we also had that public inquiry for the murdered and missing women and girls that was released today. I see this as a part of a commitment that the Prime Minister has made to Canadians and talks and speaks volumes in terms of the how much we want that relationship to continue to grow, Mr. Speaker. And there are other initiatives, the calls for action, and so forth. And my question to the member opposite is, would she not agree, when you take a look at the day in itself, with both the report from the public inquiry and the legislation that we're passing this evening, that it is indeed a very significant day for all Canadians? L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Ce que je crois qui est important, c'est qu'il y a eu quand même plusieurs journées significatives pour les personnes autochtones dans les dernières années. Et ce que je veux reconnaître aussi, c'est qu'il y a eu du travail de tous les partis. Il y a des gens de tous les partis qui ont voulu faire mieux pour les personnes autochtones. Certains ne sont plus ici comme députés. Ça fait des années que plusieurs dossiers traînent et je pense que c'est important de ne pas chercher à s'approprier cette question-là. Je crois qu'il faut être capable de reconnaître qu'il y a des gens partout qui ont voulu faire mieux pour les personnes autochtones. Peut-être que certains autres auraient pu agir plus rapidement. Il y a eu plusieurs journées significatives, mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'il y ait plusieurs autres journées significatives pour les personnes autochtones dans le futur. Il ne faut pas s'arrêter à aujourd'hui. Le travail est en continu et il ne faut pas cesser de travailler pour les personnes autochtones tant qu'il n'y aura plus de différence. Questions et commentaires. Questions and comments. The Honourable Government House Leader. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je sais que la députée a travaillé très fort sur ce dossier ici et je sais qu'elle a étudié le dossier et je sais qu'elle a des enfants qui sont si mignons et si intelligents et je veux savoir de la députée ce qu'elle pense est la chose la plus importante. Je reconnais qu'il y a plus de travail à faire, mais est-ce qu'il y a une chose qu'elle peut partager qui va avancer notre relation avec les communautés autochtones et les enfants qui sont les leaders d'aujourd'hui et de demain? Merci, Monsieur le Président. Honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup. Je crois qu'une des choses importantes, c'est de vraiment communiquer entre nous. En Abitibi-Témiscamingue, on a fait beaucoup d'efforts pour, si on peut dire, décloisonner les réserves. Il y a plusieurs personnes qui pensaient qu'on ne pouvait pas aller dans les powwows. Maintenant, avec l'aide, par exemple, de l'Association touristique régionale, on a aidé, les powwows ont été publicisés. Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé, comme moi, d'y aller. Donc, les gens des communautés autochtones dans ma circonscription ont beaucoup de chance à partager. J'ai eu la chance d'aller dans un powwow, d'être invitée pour une danse alors que j'étais enceinte. Donc, mon petit bébé était même pas né, qu'elle a été initiée au tambour, à la musique. Daphné, à chaque fois qu'elle va dans un powwow, qu'elle voit la danse, elle est émerveillée. Elle trouve ça merveilleux. Elle voit les habits traditionnels que les hommes, que les femmes portent. Elle adore
les couleurs. Et pour elle, cette tradition-là, elle fait partie, si on peut dire, de l'histoire du territoire qu'elle occupe. Donc maintenant, c'est pas juste quelque chose qui appartient aux autres, ça lui appartient à elle comme une résidente du territoire, comme une résidente du territoire des Abitibi-Winnie. Quand elle voit ça, ben, elle sait que ça fait partie de son histoire à elle aussi comme résidente du territoire et que ce n'est pas entièrement séparé. Donc, je remercie les gens de Picogan et d'Abitibi-Winnie d'avoir partagé ça avec nous au fil des années, d'avoir partagé ça avec mes enfants.